paraissait mauvaise, ce qui proposait d'augmenter la TVA. Alors, elle est plus faible en Suisse qu'ici, mais augmenter la TVA, il vaudrait mieux la faire diminuer où qu'on soit. Et donc, l'idée, effectivement, c'est de dire, voilà, au lieu de travailler avec 0,1%, on va travailler avec 0,2%, et puis ça va financer, ou 0,3%, ça va financer un revenu de base. On peut faire beaucoup de choses avec cette idée. L'aspect climatique dont on a parlé avant, un revenu de base, on peut faire beaucoup de choses. Les retraites à venir. Pardon? Les retraites à venir. Les retraites aussi, qui tendent à diminuer d'année en année, c'est scandaleux. Il faut trouver des solutions. Et bien sûr, les retraites, ça serait aussi une solution pour les retraites, bien sûr. Les immigrés, il y a une image qui circule sur Internet, comme quoi un immigré touche plus qu'un retraité. Est-ce que c'est un fake? Il faut vérifier les sources. Hein. Moi, il faut vérifier les sources. National qui dit ça. Il faut toujours vérifier les sources. Moi, je ne les ai pas vérifiées. C'est l'idée qu'on essaie de nous imposer. Pardon? C'est l'idée qu'on essaie de nous imposer. Voilà. Faut vérifier, comme toujours, il faut vérifier les sources et voir si vous êtes convaincu ou pas. Parce que ça circule un petit peu partout. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui circulent. Non, mais bon, Ça, les c'est choses ont... l'idée du Rassemblement national, ça, c'est Il y a clair. des immigrés au Luxembourg, oui. Il y a 27% d'immigrés au Luxembourg et il n'y a jamais de problème de racisme. Parce que c'est pas tout à fait Ah non, mais que les nôtres. je pense pas qu'il y ait un problème de racisme en France, hein, mais ça serait... Bon, c'est pas logique qu'il y ait un retraité qui a travaillé en France toute sa vie, toucherait moins. Enfin, si c'est la source, comme vous dites, il faut la vérifier. C'est ça. Mais C'est faux, c'est le Rassemblement national qui dit ça. Mais c'est faux. On en a discuté à la télé de ça. Vous avez une question, monsieur? Oui. c'est... Non, c'était pour dire peut-être que cette taxe-là, elle peut aussi être en complément, en remplacement de beaucoup d'impôts, notamment tous les impôts liés aux revenus ou à la TVA. Mais par contre, il y a quand même des impôts liés à ce qu'on appelle le paternalisme de l'État qui sont utiles sur des prérogatives de santé publique. On peut penser aux taxes sur les cigarettes, C'est ça, on tout peut à fait penser aux d'accord. taxes sur l'alcool. Oui, je suis tout à fait d'accord. Idem sur le climat, vous parlez du climat. Non, mais on est d'accord. Non, mais c'est un complément. Mais je suis juste sur le climat parce que puis c'est quand même l'objet aussi de pourquoi il y a eu ces débats-là. Enfin, pourquoi on est là aujourd'hui en parlant, ouais, à y parler. Mais vous parlez, enfin, cette taxe permettrait de financer le climat. Mais quand on dit financer le climat, oui, ça permettrait La transition, financer, la climat, la financer transition. des investissements et de la redistribution nécessaires à la lutte contre le changement climatique. Mais il y a aussi un moment donné où taxer avoir une fiscalité qui finance qui incite aux externalités positives, aux externalités négatives, l'économiste, vous savez ce que ça veut dire, c'est aussi utile. Et si à un moment donné on ne taxe pas plus les activités nuisibles, comme les pesticides ou la pollution, etc., on ne peut pas. Voilà, donc c'est juste un complément. Je suis d'accord. Mais les deux sont conciliables. Hein. Je suis d'accord. Il serait extrême de dire qu'un impôt va en remplacer 200, 300, 400. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut remplacer les plus nocifs, les plus désagréables. Donc c'est ça l'idée, c'est se centrer sur certains impôts, pour répondre à vos questions, et les éliminer. Et puis après ça, tout de même simplifier le système parce qu'il y a trop d'impôts. Mais bien sûr, l'idée n'est pas non plus de donner des incitations aux jeunes ou aux moins jeunes à boire plus d'alcool ou à fumer plus. On est tout à fait d'accord, c'est clair. Et la microtaxe ne suffira pas, parce que ce n'est pas une taxe magique, à résoudre tous les problèmes liés au réchauffement global. Donc il faut conserver, il faut effectivement imposer les énergies fossiles. Bien sûr, on est tout à fait d'accord. Oui. Voilà. Ah, monsieur, pardon. J'essaie de mettre à l'épreuve. Oui, vous avez raison. Non, on a encore du temps jusqu'à minuit. J'ai peut-être trouvé toujours je ne sais pas, on va voir. J'ai cru comprendre finalement c'était un moyen de tuer les marchés financiers quelque part, ce qui n'est pas un mal, je pense. Mais ça veut dire qu'après, si on n'a plus que l'économie réelle et un financement où il n'y a plus que l'argent qui devrait être, et pas tout celui qui sert à la spéculation, finalement on va effectivement avoir un retour à un taux qui va être assez élevé, puisque quand même Sur le point. les services publics ça représente pratiquement la moitié du PIB aujourd'hui, donc on peut imaginer que la taxation elle sera quand même très élevée. Finalement, alors je ne sais pas de quelle manière, si c'est toujours cette taxe sur les transactions électroniques, mais du coup, si on n'a plus que cette taxe élevée sur les transactions électroniques, eh ben, je pense que les gens sont très intelligents, ils vont se dire mais en fait il y a moyen d'y échapper, il suffit d'avoir du cash.
Et donc, on va retourner avec une économie, avec du cash. Et c'est assez évident. Enfin, je pense que là, on ne peut pas y échapper. Enfin, je ne vois pas comment vous... Alors, moi, je réponds tout de suite. La question est importante, merci. Vous savez, je réponds à ces questions. C'est important. Ni vous, ni moi, ni personne ici, j'imagine, n'est payé à la fin du mois avec une enveloppe. C'était le cas de mes grands-parents, ou des vôtres peut-être. Personne n'est payé en cash. Donc, si vous voulez du cash, et moi aussi, comment on fait? On a une seule solution, on va au distributeur automatique. On retire le cash, vous payez la taxe, moi aussi 0,1%, 0,2%. Vous faites ce que vous voulez avec du cash. Donc, il est faux de dire que ça va générer tout à coup une explosion des transactions en cash. Parce que de toute manière, on doit passer par le distributeur automatique. Je vous en prie. Moins de 5% du cash circulant quand même. Hein. Oui, mais C'est-à-dire sur l'ensemble de la masse monétaire, le cash, tout confondu, représente moins de 5%. Donc 4% avec non, par contre, je pense que c'est que, en fait, si moi je vais chez un commerçant et que j'ai du cash, le commerçant a du cash à ce moment-là dans sa caisse. S'il a intérêt à ne pas utiliser ce cash, enfin à ne pas déposer ce cash en banque, mais à l'utiliser pour payer ses fournisseurs, il le fera. Donc en fait, il y a tout un circuit qui peut fonctionner en cash. Évidemment, les salaires. Oui. Mais si ça relance l'activité des commerçants, tant mieux, Et puis pas de problème. maintenant, les Pas un souci, transactions au-dessus de 1000 €, on est obligé de les payer par Et pour les petits montants, si ça relance l'activité dans les quartiers avec des montants pour les commerçants, tant mieux, c'est justement ce qu'on veut. Ah maintenant, un point, je n'ai jamais dit que je voulais tuer les marchés financiers, je n'ai jamais dit, donc c'est bien de critiquer, mais il faut reprendre mes paroles pour critiquer. J'ai dit que ça allait tuer les transactions haute fréquence, ça je l'ai dit, je confirme. Je ne cherche pas à tuer les marchés financiers, d'ailleurs ça serait impossible, et l'idée n'est pas de les tuer, mais de les mettre à leur place. Voilà, c'est-à-dire au service de l'économie, et non pas en dominant l'économie, mais au service de l'économie. Donc voilà, je n'ai pas dit cela. Donc tuer les transactions haute fréquence, probablement, ça serait souhaitable, mais on a besoin de marchés financiers qui fonctionnent au service de l'économie. Et donc les remettre à leur place, c'est justement introduire des grains de sable dans les rouages de la finance casino, pour les remplacer, pour les mettre à leur place. Oui, donc je n'ai pas tenu ces propos. Voilà, que je sois clair. C'est moi qui ai pris. Non, pas grave. De toute façon, NC4, il y aura bien les bulles financières qui vont se casser la gueule. Donc, tout notre cash va être réduit à 50% ou... Il faut s'y attendre, puisque malgré ce qui les s'est banques passé en ne 2008, garantissent pas 2009, malgré les milliers et les milliers de pages de régulation, la fête continue. Puis dans 10 ans, on risque d'avoir une... De 2 ans, demain, c'est 15 pas ans. pour moi, c'est comme une voiture qui conduit dans le Venezuela. brouillard, toujours plus vite, avec des produits toxiques dans son coffre. D'accord. Alors l'accident peut arriver demain, dans un an, on ne sait pas, mais bon, ça arrive. Et les produits toxiques sont des produits toxiques financiers. Ils sont dans des grandes banques, aussi en Europe, dans Deutsche Bank, dans des banques en France et ailleurs. Donc, ils sont là, voilà. Ils existent, a fortiori, encore plus qu'il y a 10 ans. Donc Et il pas faut que prendre les les choses en main. produits financiers. Pardon? Pas que les produits financiers. Non, mais là, on parle de la finance. Les dettes Le chroniques. diamant. Le diamant, c'est C'est dans des encore autre banques. chose, oui. Et c'est. Je on parle n'a pas- des transactions électroniques, Oui, oui. mais c'est vrai. Oui. Et là, oui. je parle de- Depuis que l'économie n'est plus basée sur l'or. Tout ça, fait longtemps, tout ça, c'est fictif. De plus en plus. Et puis quand Madame, ils ont je vous en besoin de prie. pognon, Je suggère qu'on lève la main Madame qui n'a pas encore quand on veut parlé. prendre la parole. Merci. En fait, votre idée de micro-taxe reste une idée. C'est-à-dire que moi, la question que je me pose, c'est de me dire, mais comment vous la mettez en place? Vous allez utiliser des banques, et alors que les banques déjà nous causent beaucoup de soucis, quelle est l'institution qui va gérer cet argent? Ensuite, la deuxième question, ça va de dire, qui va faire la répartition, qui va faire le choix de la répartition selon, vous avez dit l'écologie, selon les retraites, etc. Vous voyez, votre idée, c'est une idée. Mais maintenant, comment est-ce que vous passez à l'état réel? L'état réel, moi seul, je ne peux pas y passer, que les choses soient claires. Ah bon. Je peux venir, je ne peux qu'apporter des idées, je n'ai pas le pouvoir de téléphoner ce soir tout de suite à M. Macron et dire voilà, vous faites ça demain matin, s'il vous plaît, je suis pressé, je ne peux pas. Malheureusement, on n'a pas ce pouvoir. Donc là, on discute d'idées, effectivement. On connaît quelqu'un qui lui faut vraiment faire. Donc c'est une idée, est-ce qu'on ne peut pas faire plus? Enfin, moi, je ne peux pas faire plus, je n'ai pas le pouvoir de faire plus. Mais cette idée peut devenir réalité à partir du moment où on a une démocratie directe, comme c'est le cas en Suisse. Donc on en profite et on essaie de promouvoir cette idée. Il va y avoir un vote, etc. Donc ici, comment aller de l'avant? Bien justement en discutant, en mettant en avant cette idée pour ceux qui sont convaincus, bien sûr, et puis les autres ne le feront pas. Et puis si ça débouche sur rien, malheureusement, ben, ça sera dommage. Mais
Comment? Bon, effectivement, qui percevra l'argent, qui le transmettra à l'État? Eh bien, ceux qui effectuent, ceux qui gèrent les transactions électroniques aujourd'hui, le plus souvent les banques, c'est un fait. Les percepteurs, si ce sont percepteurs, ils seront payés pour cela, ils transmettront l'argent à l'État. La question de l'utilisation est importante, vous avez raison. Il faut savoir quelles sont les priorités, les retraites, la transition énergétique. Il y a beaucoup de questions qu'il faut traiter rapidement. Et Voilà. puis ça se chiffre facilement. On sait ce dont on a besoin. Et c'est scandaleux qu'au jour d'aujourd'hui, les retraités aient du mal à survivre. Que la situation soit très juste. On peut trouver des solutions, c'en est une. On est mis à contribution continuellement, implicitement ou explicitement par les grandes banques, ici ou ailleurs. Donc ça accentue les différences sociales. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Mais moi, je ne peux pas faire ça. C'est un fait. Il sera aligné surtout à côté des pays Je limitrophes. crois que madame. Non, madame, vous avez. En fait, la question, Ah, monsieur. Oh non, madame d'abord. oui, Monsieur oui, après. On parle que de ça. Merci de tenir le délai. c'est, Non, vous étiez là. alors, la question que j'ai posée, c'est juste, c'est quelque chose que vous allez soumettre en votation, c'est ça? Mhm. Mais admettons que vous ayez les 100 000, 100 000 signatures au début. hein. Selon quelle formulation vous pensez poser cette question au peuple, en fait? Ah, ça sera très simple, c'est cette page qui sera bientôt en ligne. On dit voilà, on se propose d'introduire 0,1%. Vraiment très simple, pas besoin de faire d'études d'économie. Ça permet de rapporter tant. On va faire étape par étape. L'objectif, nous, on a nommé les impôts qu'on voulait faire disparaître en Suisse, 3. Voilà, donc très simple. Et suite à ça, par exemple, si les gens se positionnent, sont d'accord, l'idée, ce serait quoi? Ce serait de lancer directement le... Ah bah après ça, s'il y a une majorité pour, comme on a une démocratie directe, l'État va implémenter cela. Alors du coup, là, ce que je voulais dire, c'est est-ce que c'est pas dangereux, en fait, sur un mécanisme qu'on ne connaît pas vraiment, on ne connaît pas encore quels effets pervers il peut y avoir ou non, de mettre directement ça au vote de manière aussi simple, je trouve, Vous savez, madame, tout est dangereux. Ne rien faire est dangereux. par rapport au service Voilà, public. ne rien faire est dangereux parce qu'on se trouve dans une impasse et qu'il faut répondre de manière urgente, encore une fois, à la transition climatique, aux questions que soulèvent les gilets jaunes, etc. Ça, c'est dangereux de ne rien faire. Donc il faut faire quelque chose. Tu peux vas-y, je t'en prie. Pour répondre à je me dis qu'il faut oser et désobéir. Se dire on ne peut pas, c'est ce qu'on entend depuis très très longtemps. Moi, je ne suis pas du tout économiste, donc je ne peux pas parler. Mais je me dis que les gens n'osent pas et ont peur. Et ça, c'est très dangereux. Oui. Et ce qui est dans la rue, les gens qui sont dans la rue, ils ont eu peur et ils subissent. Et là, je pense qu'il faut oser Mais quelque la part. Suisse et la France, Ils sont dans la rue, ils sont pas peur. la Suisse et la France, c'est pas le même système. Oui, c'est C'est vrai. parce qu'ils ont eu peur. C'est pas les mêmes enjeux Oui, aussi. mais C'est le même enjeu, mais ce n'est pas le même système. il y en a qui pensent la même chose, mais qui ne les rejoignent pas. Oui. Pour le service public, c'est toujours le chose. Les enjeux sont les mêmes dans le sens où les volumes sont énormes, les volumes de transactions électroniques. Et oui, effectivement, on ne domine pas tout, mais nous, aujourd'hui, non plus. On pose la question, est-ce que vous avez une idée du volume de transactions électroniques par rapport au PIB? On ne sait pas, moi-même je ne sais pas. Il faudrait qu'on sache, puisque nous, citoyens, nous, contribuables, nous payons la facture chaque fois que le système dérape, et il dérape malheureusement souvent, et on ne connaît pas les risques. Alors c'est scandaleux, cela. Donc il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, y compris aujourd'hui dans la situation présente, dans le statu quo. Alors allons de l'avant, mais chaque fois qu'on fait un pas en avant, on peut tomber à gauche ou à droite, effectivement, mais au moins marchons plutôt que de rester immobile et de subir une situation qui est mauvaise, non seulement pour nous, pour les générations à venir. On a une responsabilité là. On peut ajuster. Oui, on peut ajuster. Alors, par exemple, je vous donne un exemple. Ce qu'on a prévu en Suisse, c'est voilà, se dire, on peut même commencer avec 0,01%. C'est encore en plus, c'est invisible. Quasiment. Donc, on commence la première année avec 0,01%. On regarde ce que ça rapporte. Et puis, ça rapporte un certain montant. Vous êtes en Suisse, 10 milliards de francs. On réduit d'autant la TVA. Et l'année suivante, on passe à 0,02%. Alors, si on est très prudent, on fait ça en 10 ans. Si on n'aime pas le risque, tout est ouvert. Mais on avance. C'est-à-dire qu'au début, les gens payent moins de impôts. Voilà, au début, peu à peu, on réduira la TVA. Monsieur, vous avez une question depuis un certain temps, je crois. Oui, moi je voudrais être un peu pratico-pratique. Il y a un certain nombre ici dans cette salle qui sont engagés en politique. Il y a des membres de Citoyens, qui est un jeune parti politique, qui est un parti écolo. On est très séduit par votre proposition qui nous interpelle beaucoup. Vous nous avez expliqué un peu votre stratégie sur la Suisse avec les données qui sont celles de ce pays. La question que je me pose, c'est comment nous, ici, en France,
on peut intervenir. Alors certes, on va être confronté à des élections dans les années qui viennent. Je pense que certains d'entre nous sont candidats. Moi, j'ai fait des trucs. Je pense qu'on va mettre cette question quand même à l'ordre du jour. Donc peut-être qu'elle va commencer à grimper un peu dans la société. Mais comment... je m'interroge un peu sur la forme organisationnelle qui permet de faire croître une idée comme ça. Alors évidemment... vous avez, si j'ai bien compris, utilisé les réseaux sociaux à partir du moment où vous allez lancer votre campagne. Bon, ça serait peut-être bien qu'on la relaie ici d'une manière ou d'une autre, et peut-être pas en disant il faut la faire qu'en Suisse, même si la Suisse a peut-être des transactions financières plus importantes que d'autres pays, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une stratégie à faire sur plusieurs pays comme ça, justement, qui permettrait peut-être de lui donner une ampleur plus grande? Certainement. Et c'est plus compliqué effectivement ici parce qu'il n'y a pas ce système de démocratie directe. Donc je suis d'accord avec vous. Mais organiser des réunions comme ça, donc nous on le fait à Zurich, on le fait à Lausanne ou à Genève. Et ce que j'apprécie, c'est qu'il y a des gens vraiment de différents bords, différents partis, mais on ne parle pas de différences politiques, on parle d'un objectif précis qui est une microtaxe qui résout un certain nombre de problèmes que j'ai évoqués au début de la présentation. Sur cette base, il y a un respect mutuel et on avance ensemble, les choses se déroulent bien. Donc à mon avis, il faut s'inspirer de cela, parce que ceux qui soient intéressés, quel que soit leur bord politique, eh bien, travaillent ensemble, avec consensus et respect, dans cette direction-là. Effectivement, si cette idée émerge, ça va peut-être retenir l'attention de quelques journalistes. Alors là, on aura franchi déjà une première étape, et puis peut-être qu'il y aura tel ou tel représentant de partis politiques qui vont dire « Ah, j'avais toujours pensé », ou bien « Ça m'intéresse ». On verra. Des réunions. Intéressant. La dame à côté de vous. Oui, alors d'abord, tout nouvel impôt qui est créé, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc pour aller dans votre sens d'une certaine façon, quand monsieur disait qu'on a créé les taxes sous Michel Rocard, on ne savait pas ce qu'avait donné, mais par contre on avait des estimations faites à Bercy qui, la réalité n'a pas été exactement ce qui avait été estimé. C'est bien le principe de la nouveauté, c'est qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Par contre, ça influe politiquement différemment, c'est-à-dire qu'on décide de taxer différemment et on décide de taxer autrement et autre chose. Du coup, là, il y a une vraie inflexion dans ce que vous proposez. Du coup, j'ai deux questions qui me viennent. C'est la première, est-ce que vous avez intégré dans votre réflexion tout ce qui est lié au trafic de stupéfiants, qui aujourd'hui blanchit l'argent de la mafia via les systèmes électroniques? Et ma deuxième question, c'est comment est-ce que vous avez réfléchi à intégrer notamment tout ce qui sont les CEL, c'est-à-dire par exemple les systèmes monétaires qui sont d'application locale. Je pense notamment au maire de Brighton aujourd'hui qui est en Angleterre, en plein Brexit, c'est l'actualité, qui est payé en monnaie locale alors qu'il exerce une fonction politique qui du coup détonne dans son pays puisqu'il ne peut pas dépenser son indemnité en dehors de sa commune. Donc comment est-ce que vous intégrez en fait ces mouvements qui sont différents, qui posent aussi des alternatives et qui ne reposent pas forcément sur des transactions électroniques et pour autant sont aussi des vraies réponses aux difficultés que rencontre le système monétaire ou fiscal actuel. Mais ce que je veux dire là, c'est absolument pas antinomique avec ce que vous dites, puisque je trouve l'idée vraiment séduisante pour ce qui me concerne. Étant donné que c'est pas pour une réponse mais pour la discussion, moi j'habite pas à Paris, donc voilà, je suis en Seine-Saint-Denis, et en l'occurrence, l'avez évoqué un peu tout à l'heure, le commerce local disparaît tous les jours et que beaucoup de nos transactions se font en fait sur Internet parce que simplement quand on ne veut pas aller faire ses courses chez Carrefour dans la grande distribution et le système de revolving casino que vous avez développé, et ben la seule alternative qui s'offre à nous si on veut continuer soit à consommer même différemment, on passe par le web. Donc mes deux questions étaient un peu là-dessus. Comment est-ce que vous intégrez à la fois les trafics de câbles, clairs, qui sont très structurants dans les quartiers que vous avez évoqués tout à l'heure, mais aussi les systèmes d'économie alternative, soit sous forme monétaire ou sous forme d'échange entre bons voisinages, on va dire. Bon, je l'ai dit au début, la microtaxe n'est pas la solution miracle à tout ce problème. Donc le trafic de stupéfiants est un fléau qu'il faut combattre, qu'il faut comprendre, pourquoi il y a une demande, pourquoi il y a une offre. Donc là, nous, on se base sur les transactions, donc si les transactions électroniques, elles seront taxées. Mais bon, il faut aller plus loin. À ce niveau-là, il faut combattre le trafic de drogue. Et donc là, il y a des mesures de prévention, il y a des mesures policières qui sont en dehors de la microtaxe. Quant aux monnaies locales, alors reste à savoir là aussi si elles sont électroniques ou pas. Le plus souvent, elles sont peu souvent électroniques. C'est du liquide, et tant mieux, parce que ça permet de promouvoir le commerce local, donc elle ne sera pas concernée. Tant mieux, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure avec le liquide
qui serait éventuellement plus utilisé, ben, tant mieux pour le petit commerce. Donc là aussi, les monnaies locales, je trouve ça très bien, contrairement aux monnaies, aux crypto-devises. Là, c'est un avatar de la finance casino, et elles seront taxées. Vous savez qu'il y a des restaurants à Paris qui permettent de payer en bitcoin. Bon, ben, les gens qui payent en bitcoin paieront la microtaxe. Mais les monnaies locales, à partir du moment où ça sera du liquide, ils ne paieront pas. Donc les bitcoins s'intègrent dans votre système. Ah oui, ben, vous avez des touristes qui viennent à Paris qui payent en dollars. Bien sûr. Bon, ben, on retire 0,1. Vous payez en bitcoin, vous payez en bitcoin, on retire 0. Donc ça s'intègre naturellement. Ou alors, juste simplement, c'est un sarcasme, mais légaliser et puis payer en carte bleue. Légaliser quoi? Légaliser quoi? Légaliser ce que monsieur moi, ce n'est a pas mon point de évoqué. vue, mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Et payer en carte bleue. Et comme ça, on sera taxé également. Oui, mais de toute façon, l'argent de la drogue, elle retourne aussi dans les commerces. Non, mais c'est Là, c'est un autre débat parce que. C'est un autre débat, on va pas parler de ça ce soir. Non, tout le monde parle. Le blanchiment est une échelle internationale. Oui, mais c'est un autre débat parce que c'est trop long. Madame. J'aimerais avoir votre sentiment si j'ai assisté à une. Moi, je suis très séduite par ce que vous dites, même si je ne suis pas économiste. J'ai assisté à une réunion concernant le pacte finance-climat, dont vous avez sûrement entendu parler, mené par entre autres M. Laroutourou, avec des sponsors très importants. Oui, récemment, c'était à Jussieu, alors, un très grand amphi absolument rempli, avec un cocktail après, donc des dimensions nettement plus... Il n'y aura pas de cocktail ce soir. Non, nous sommes moins nombreux. Juste les bancs. Et j'ai vu quand même qu'il y avait des sponsors, je ne veux pas jurer, mais je me demande s'il n'y avait pas Total. Non, il n'y avait pas de sponsor. Par contre, il y avait Laurent Fabius. Oui, j'y étais. Il y avait Laurent Fabius et Alain Juppé quand même. Mais vous avez vu sur l'écran le sponsoring, il y avait... Non, il n'y avait pas Total, c'est sûr. Alors, en tout cas, donc, il y avait NJ, enfin bon, c'est pas tout à fait pareil. Enfin, il y avait des trucs, moi, qui m'ont quand même posé. Mais qu'est-ce qui a été signé donc, alors là, l'idée, mais pour moi, mais encore une fois, c'est vraiment hypothétique, hein, j'ai l'impression que c'est le système bancaire tel qu'il existe. C'est-à-dire faire un grand, monsieur, comme vous allez sans doute compléter, faire un grand emprunt bancaire pour financer, pour lutter contre le changement climatique. Hein, c'est vraiment très orienté vers les énergies renouvelables, etc. Mais d'un point de vue bancaire, moi, ça m'a laissé vraiment très, très sceptique. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, en fait, l'idée, c'est de créer une sorte de banque du climat. À partir de la structure de la Banque européenne d'investissement, qui elle-même serait financée par la Banque centrale européenne, en fait. Et donc c'est elle qui ferait les crédits pour différents investissements à des taux très très favorables. Ça peut sembler intéressant, alors. Effectivement, moi je ne connaissais pas ce projet. Vous ne connaissez pas, d'accord, c'est ce que j'aurais voulu avoir votre avis par rapport. Il faut voir, il faut rentrer dans les détails, hein, donc il faut lire le document, je me prononcerai après l'avoir lu, mais pourquoi pas a priori. Bon, bien sûr, on n'a pas envie non plus de générer de plus en plus de dettes. Donc, l'idée de la microtaxe, c'est que ça permet de traiter aussi ces problèmes liés au climat, mais en réduisant les dettes aussi. Oui. Mais bon, mais pourquoi pas, ça peut être une bonne idée aussi. Monsieur. Oui, alors, moi j'ai deux petites questions en fait. D'abord, je voudrais être sûr d'avoir bien compris qu'il s'agissait de taxer les opérations électroniques, première fois. Et puis la deuxième question, c'est que tout ça, moi, me séduit vraiment. Et à ce moment-là, quand est-ce qu'on fait tourner les modèles macroéconomiques pour voir ce que ça peut nous rapporter et ensuite voir ce qu'on en fait? Donc, première question, effectivement, je confirme, il s'agit de transactions électroniques. Secondo, pour les modèles, il faut des données. Et donc, c'est le problème auquel j'ai fait allusion précédemment. C'est-à-dire, ceux-là même qui vont nous dire qu'on n'a pas les données sont ceux-là même qui ne nous les fournissent pas. Donc, on ne peut fonctionner qu'avec des ordres de grandeur. On peut faire tourner les modèles, mais les choses sont assez simples. Imaginez un pays qui abolit la TVA. Imaginez le bol d'oxygène que ça va donner à la plupart des entreprises, des petites et moyennes, et à la plupart des contribuables. Donc bien sûr, moi c'est mon métier aussi, on met en place des modèles, mais là on a une idée assez claire de ce que ça va générer au bout du compte. D'accord. C'est-à-dire, encore une fois, un bol d'oxygène. Écoutez les gilets jaunes, tous, la TVA, ils sont asphyxiés, la plupart des gens sont asphyxiés, les retraités, c'est insupportable, il faut trouver une solution.
Ça, c'est une solution. C'est pas l'unique solution, mais c'est Je une pense qu'il solution. est quand même urgent de pouvoir chiffrer un petit peu Je vous dis, donc les ordres de grandeur, donc 0,1%. Dans l'état actuel des choses, ça rapporte à peu près 200 milliards d'euros. C'est à peu près le montant de la TVA, grosso modo. Ça sur l'économie française. Oui, sur l'économie française. Voilà. Alors on rajoute encore 0,1, on passe à 0,2%, et on s'attaque donc à la CSG, à l'impôt sur le revenu. Bon, bien sûr, il faut adapter s'il y a moins de transactions. Inversement, il y a des transactions, on a parlé de l'évasion fiscale, 100 milliards d'euros qui environ échappent chaque année. Voilà, ces transactions s'effectuent de manière électronique, donc on va récupérer aussi certains montants. Donc, c'est vrai qu'il faudra mettre les mains dans le cambouis et puis voir exactement là où il y a moins de transactions, là où il y en a plus. Mais au bout du compte, oui, ça va simplifier le système et ça permettra de développer des projets intelligents pour le climat, pour les retraités, etc. Monsieur, oui. Ce qui me paraît moi assez compliqué pour l'instant, parce que moi je suis économiste aussi, donc j'essaie de visualiser le truc. C'est que, par exemple, là j'étais en train de regarder les chiffres ce matin, sur le marché obligataire, donc qui finance l'État, vous avez tous les jours sur le marché secondaire 10 milliards d'euros qui sont échangés. C'est un montant assez énorme, donc sur l'année ça fait 3600 milliards d'euros tournés. Donc effectivement ça pourrait générer des transactions importantes. Mais là par exemple sur la dernière adjudication, donc la dernière obligation qui a été émise, il y avait 90% des obligations qui ont été achetées par des étrangers. Donc, si les étrangers savent qu'en France, il y a une taxe, vu qu'en Allemagne, à côté, c'est à peu près les mêmes taux, ils vont plutôt avoir envie d'aller en Allemagne qu'en France. Après, il peut se passer des jeux comme ça, ce qui fait qu'en fait, les montants qu'on a actuellement ne sont pas applicables vraiment parce qu'on ne sait pas quel comportement auront les gens. Et pour ce qui est, juste pour ajouter, sur les marchés d'actions, c'est peut-être encore pire parce qu'en fait, vous pouvez très bien décider d'ouvrir un compte à l'étranger et de spéculer à partir de ce compte à l'étranger sur telle ou telle action et les acheter sur tel ou tel autre marché. Et à ce moment-là, vous ne pourrez pas le taxer. Donc ça risque d'induire des comportements... c'est une question qui vient souvent, effectivement, je réponds rapidement. Ouvrir un compte à l'étranger pour échapper à 0,1%, commence à être tordu. Moi, je ne vais pas chez le coiffeur en Italie parce que je paye 0,1% de moins en Italie. On peut comprendre qu'on est à l'étranger pour échapper à 20%, mais je termine. Donc, effectivement, qui est-ce que ça va concerner? Plutôt ceux qui font du trading à haute fréquence. Mais pour le reste, encore une fois, c'est un micro-impôt, donc aller à l'étranger. Et puis, il faut bien comprendre aussi que les grandes banques qui vont mettre en place des montages à l'étranger, il ne faut pas le faire gratuitement. Donc, il faudra comparer les coûts qu'on paye pour échapper à 0,1, 0,2, 0,3% aux coûts qu'on va payer pour telle ou telle banque ici qui va mettre en place son montage. Il ne faut pas le faire gratuitement. Les obligations, l'État s'endette et encore une fois, la dette est devenue une drogue. Donc, on paye les dettes avec de nouvelles dettes, etc. Donc, l'objectif de la microtaxe, parce qu'il faut voir les choses à perspective globale, donc c'est à un moment ou à un autre de réduire la dette. Donc, si on dit on va passer de 0,3, 0,4%, on va commencer à réduire la dette. Donc, l'objectif, c'est qu'à terme, on cesse cette spirale infernale qui fasse qu'un jour, le budget, ne serait-ce que pour payer les intérêts de la dette, ça sera être supérieur au budget de la santé, au budget de l'éducation. Il faut à un moment arrêter cela. Pour un exemple en Italie, le budget, seulement de l'intérêt de la dette, c'est la moitié du budget de la santé. Les taux sont faibles. Demain, si les taux montent, on aura dans un pays européen un budget seulement pour l'intérêt de la dette qui va correspondre au budget de la santé. Mais c'est explosif, cela. Donc, à un moment, il faut arrêter. La microtaxe est une solution, ce n'est pas l'unique solution. Et on va commencer à cesser d'emprunter, à réduire l'emprunt, à cesser d'emprunter pour être libre, qu'on ne soit pas à la merci de tel ou tel spéculateur ou tel marché financier. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui. Justement, ce que je comprends, l'intérêt du système tel qu'il est présenté, c'est qu'on soit sur une microtaxe. Effectivement, on ne va pas impacter notablement un différentiel prix qui empêchera d'exécuter l'action en France plutôt qu'à l'étranger. Donc c'est, à mon sens, l'intérêt de la chose. Et puis derrière, on est dans un contexte qui est là. Je pense qu'il y a aussi à communiquer autour de l'intérêt de cette microtaxe. Il y a aussi un gain social à en attendre derrière. Donc, il me semble intéressant de poursuivre le raisonnement et puis d'aller un petit peu plus dans le chiffrage. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça dont on a besoin. On a besoin de moyens. Les utilisations, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur ce qu'il y a à faire. Maintenant, il nous faudrait les moyens. Et une idée à creuser, effectivement. Monsieur.
Oui, je crois que dans l'ensemble, ça fait plutôt assez l'unanimité. Enfin, tout le monde est vraiment séduit. Moi, ce que j'aimerais qu'on voit peut-être maintenant, c'est la façon dont on passe à l'étape supérieure, donc la façon dont on la met en place, et notamment quels sont les freins. Parce qu'on sait très bien qu'on va tomber sur le lobbying des grandes banques qui vont absolument s'opposer à ce dispositif en trouvant tous les arguments possibles. Moi, je voulais savoir, vous en Suisse, vous avez déjà commencé à avancer, vous êtes sur le point de lancer la pétition, d'essayer de recueillir 100 000 personnes. Vous l'avez déjà présenté, vous l'avez dit tout à l'heure, à la Commission des finances au Parlement. Donc je voulais savoir, selon vous, enfin, comment jusqu'à maintenant c'est perçu et quels sont les freins que vous sentez et comment, de votre point de vue, on va pouvoir essayer de les contourner, nonobstant le fait, évidemment, qu'en Suisse, vous avez ce dispositif de démocratie directe que nous n'avons pas en France. C'est-à-dire quels vont vraiment être les freins concrets qui vont s'opposer rapidement à nous pour mettre en place ce dispositif? Bon, pour le moment, il n'y a pas de frein parce que le projet n'est pas sur le radar de personne. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que quand il commence à y avoir des freins, c'est que l'idée commence à être dangereuse pour certains. Voilà. Donc, nous, on est à ce stade en Suisse, parce que ça fait longtemps qu'on travaille, ce n'est pas le cas ici. Donc là, les gens s'en moquent. Le jour où vous aurez un lobby en France de grandes banques qui va dire non, c'est une mauvaise idée, la microtaxe, c'est qu'on aura fait vraiment un grand pas en avant. Voilà. Donc, on n'y est pas encore. Donc comment c'est perçu? J'ai remarqué quand j'ai fait ma présentation, dans chaque parti il y avait des gens qui étaient très intéressés et d'autres très allergiques. Donc ça transcende les différences politiques. Et c'est quoi les arguments des très allergiques? Bon, moi c'est des arguments qui étaient avec eux, par exemple aussi, bon, les gens vont partir à l'étranger. Non mais c'est vrai, c'est un argument important. On a eu des mêmes arguments sur la taxe Tobin. Oui, mais là bon, c'est une autre échelle parce que l'assiette fiscale est énorme. Non mais vous avez raison de poser cette question parce que c'est une question qui revient. Alors certains la posent honnêtement, c'est votre cas, et d'autres essayent de... Bon. Et l'autre argument, c'est de faire peur, comme toujours, dire oui, on va perdre des postes de travail. Mais lesquels? Qui va perdre des postes? On va perdre des fonctionnaires, peut-être. Peut-être, mais non, mais là, l'idée, c'est des traders. C'est ce qu'on va faire, perdre des traders. Bon, je vois à Genève, ça fait monter les loyers, s'il y a beaucoup de traders. Donc, s'il y a moins de traders, les loyers vont baisser, beaucoup de gens seront contents. Inversement, ça va créer d'autres postes de travail, parce qu'il va y avoir des gens d'entreprises étrangères qui vont se dire dans la Suisse ou la France, le système est encore une fois plus simple, moins cher. On va créer des postes de travail, peut-être dans l'environnement. Donc, ça va dans les deux sens. Donc, pour le moment, il n'y a pas de frein, parce que encore une fois, l'idée n'est pas sur le radar. Et comment faire pour aller de l'avant? Je pense s'organiser ici ou ailleurs, avec des personnes qui ont des opinions politiques différentes, avec un respect mutuel, une idée de consensus pour aller de l'avant, pour porter cette voix dans les différentes structures. Parce que si ça à nouveau pourrait être isolé dans un parti X, un parti Y ou un syndicat Z, ça ne va pas déboucher sur quoi que ce soit. Donc travailler ensemble, dire voilà, c'est une idée qui est portée par beaucoup de monde, de plus en plus. Monsieur ou madame un tel, vous êtes journaliste, est-ce que vous pourriez vous positionner, est-ce que vous pourriez nous accueillir? Et nous maintenant on se voit régulièrement. Et c'est vraiment très intéressant, les gens non seulement d'opinions politiques différentes, mais aussi qui ont travaillé dans des domaines très différents. Vous avez des agriculteurs, vous avez des fonctionnaires, vous avez d'anciens banquiers, vous avez des profs. Et c'est là, oui, des retraités, et c'est là où on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, que ça avance. Voilà. Donc lancer cette dynamique, et ça peut commencer à 23. Nous, on a commencé en été 5. L'idée, c'est d'avoir un site, nous on a un site, avec les contributions dans ce domaine. Et puis bon, les gens regardent s'ils sont intéressés, ça monte en puissance. Il faut utiliser les réseaux modernes. Donc avoir un site électronique, ça c'est un budget vraiment limité. Un faible budget, ça permet de mettre des articles, de rassembler les articles. Et j'ai été contacté par des gens, bon c'est pas à Paris, mais à Concarneau, j'en parlais tout à l'heure. Ils me disent, oui, ils vont organiser en mai une réunion avec 500 personnes sur ce thème. C'est un monsieur qui veut pousser ça, qui a envoyé, il m'a dit, 4000 emails aux responsables politiques en France, au Parlement. Voilà. J'ai énormément d'énergie. Je vais faire sa connaissance. Je suis allé à Nantes la semaine dernière, des gens très intéressés aussi. C'était la chambre de commerce. Donc il y a beaucoup de bonne volonté ici en France. Il faut réunir tout cela ensemble. C'est ça un peu l'art. Ouais. Juste, la question, elle est aussi sur la Suisse. Quels sont les freins en Suisse? Les freins, bon, ce sont les lobbies des grandes banques qui sont très... et de la bourse, oui. Ils sont allergiques à cela. Qui se manifestent comme j'ai été invité après à faire une présentation, j'ai vu qu'il y avait une certaine agressivité dans l'air, de certaines personnes, pas de tous, de certaines personnes, oui.
Ouais, parce que là, ça dérange. Donc, on n'en est pas là ici parce que c'est vraiment le tout début. Alors, ça n'est pas là, peut-être que ça va arriver. Oui, tant mieux, c'est ce qu'il faut C'est la espérer. raison pour laquelle Il faut espérer que ça arrive là, parce que sinon, Réponse, en fait. c'est le statu quo sinon. Ça arrive là, ça veut dire que les journalistes commencent à se poser des questions. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Est-ce que vous pourriez nous expliquer? Alors on explique, puis certains sont intéressés, et d'autres pas. On argumente. Madame. Moi, je Non, on trouve parle que que de ça alors, c'est quoi On parle que de ça aujourd'hui. Ah, je savais pas. Il Il y avait marqué grand débat avec 4 la thèmes. perception et du contrôle. Contrôle de quoi? Justement des ça. Parce que finalement, on va. J'ai des choses à dire qui n'ont rien à voir avec ce que ça. vous dites, c'est on confie tout ça aux banques. Et je trouve que c'est un peu peut-être délicat. Non, c'est un système automatique, si vous voulez. Donc, D'accord. c'est pas la banque qui décide, ah, je vais donner tant à l'État aujourd'hui, puis demain un peu moins. C'est automatique. La TVA c'est automatique. Un taux qui est fixé, c'est terminé. Donc là aussi, la banque, ça sera automatique, ça sera un transfert automatique vers Bercy, point. Simplement, au lieu que ce soit une autoroute où passent des voitures, c'est une autoroute financière où passent des montants. Bon, la banque, dès qu'il y aura un transfert qui passera par cette banque, répercutera vers Bercy un certain montant et gardera un autre pourcentage. Donc ça incite aussi la banque à travailler. D'abord, c'est un travail facile, mais c'est un travail. Ça incite les banques, à fortiori les plus petites, à l'effectuer parce que, après tout, ça génère un profit pour ces instituts. Et puis, il n'y a pas que les banques, parce qu'on effectue des transactions ailleurs aussi. Voilà. C'est vrai que ça consommera surtout les banques. Monsieur, vous avez une question? Oui, simplement un point. Bon, vous présentez une idée, elle a le mérite d'être une idée. Pourquoi pas? Moi, personnellement, je suis très réservé de tout ce que vous dites. Mais c'est un avis, c'est tout. Si il y a, à mon avis, des réticences, si vous voyez déjà point des réticences, c'est peut-être aussi parce que, et moi je ne le vois pas non plus d'ailleurs, d'abord au niveau du diagnostic, donc il y a cette idée de finance casino que vous généralisez, à mon avis, exagérément, donc ça ne va pas vraiment sur tout ça. Et puis ensuite, je dirais, il y a le modèle économique de la taxe que vous proposez de la MECO. Et son modèle économique, indépendamment du fait, effectivement, que si on taxe des transactions, il ne faudrait pas que la poule se réduise, voilà, il faut augmenter les taxes, auquel cas ça pose des problèmes. Vous dites vous-même que vous n'avez pas toutes les données, et tant qu'on n'a pas vraiment les données, c'est difficile concrètement de faire tourner des modèles, etc. Il y a des remarques en disant, mais concrètement, qui est-ce qui va le faire? Est-ce que c'est justement les banques qui vont s'en occuper? Enfin, il y a à la fois une incertitude sur la nature du phénomène, en plus comme toute idée elle est nouvelle, donc toute idée nouvelle forcément on n'en connaît pas la suite, et puis en plus il y a un modèle économique et une concrétisation qui est quand même très aléatoire. Donc à mon avis, mais c'est une idée, il faut peut-être l'approfondir, et peut-être qu'il y aura quelque chose. Il faut d'abord avoir des données et un modèle économique, sinon c'est pas le lobby bancaire, enfin, il y a comme ça des expressions tout d'un coup qui sortent. Il y a alors les politiques aussi, je l'ai déjà dit tout à l'heure, maintenant c'est les lobbies, etc. Restons calmes. Effectivement, il y a des lobbies, d'abord on est tous des lobbies, dès qu'on est politique, on est même un lobby. Et puis ensuite il y a des lobbies partout. Effectivement, le lobby existe au niveau bancaire, mais bon, il y a aussi peut-être, en matière d'économie, il y a une chose qu'on n'aime pas, c'est l'incertitude. Si on manque de données, si on ne voit pas bien le modèle économique, si on n'a pas des expérimentations et si on ne voit pas exactement où on va et qui va appliquer tout ça et qui va le contrôler et comment ça va revenir aux citoyens, ce n'est pas une question de lobby, c'est plutôt j'aimerais en savoir plus avant de me décider. Alors par rapport au lobby, ça c'est un point important. Alors permettez-moi de citer des chiffres pour être clair et concret. À Bruxelles, vous avez 1700 lobbyistes pour le secteur financier. C'est un fait. Ce sont des lobbyistes, ils sont payés pour ça. Non, mais je termine. Non, mais pardonnez-moi. Non, chacun son tour. Donc, chacun son tour. Oui, non, je ne suis pas un lobby, moi. Je défends une idée, je ne suis payé par personne. C'est un peu facile. Non, laissez-moi terminer. Non, mais c'est assez né comme des vérités. 1700 lobbies. 1700 lobbyistes. Non, mais c'est qu'on discute, donc chacun. Moi, je m'exprime rapidement. Mais les vérités premières. Non, mais j'argumente. 1700 lobbyistes à Bruxelles pour le secteur financier. Finance Watch, qui est un contre-lobby, finance une douzaine de permanents. Donc vous avez 12 d'un côté, 12 personnes et 1700 de l'autre. C'est un fait. Autre fait, par rapport au lobby financier, récemment, la Commission a nommé, avec l'aval des pays européens, le nouveau responsable de la réglementation bancaire, ancien directeur de la Banque Santander, représentant des grandes banques.
C'est une activité des lobbies. Comment se fait-il que nous, contribuables, payons, financions à une personne qui va, au lieu de s'intéresser, de représenter le bien commun, va représenter les intérêts des grandes banques dans la Bruxelles. Donc les lobbies existent, c'est un fait, on pourrait être pour ou contre, mais ça on peut argumenter. Les lobbies et les lobbies financiers, qui aujourd'hui sont les plus forts, sont devenus financièrement les plus forts, sont pas passifs. Les États-Unis, ils ont financé à la fois les deux candidats, le candidat républicain, et le candidat démocrate. Donc ils sont à l'œuvre, c'est un fait. Le président qui trouvait ça bien, moi je trouve ça inquiétant pour la démocratie. Donc les lobbies existent. Moi je ne suis pas un lobby, je défends une idée. Je ne suis payé par personne, on ne peut pas généraliser, parce qu'après ça c'est une confusion complète. Je ne suis pas un lobby, j'ai une idée, je la défends, personne ne me paye pour défendre cela. Je ne défends pas l'utilisation du tabac, de l'alcool, ceci ou cela. J'ai une idée, on peut être pour ou contre, mais je ne gagne pas à la fin du mois mon salaire parce que j'aurais défendu les microtaxes. Absolument pas. Donc je ne suis pas un lobby, c'est faux de le dire. Voilà, à partir les données, moi j'aime répéter, pour avoir des données concrètes, il faut que les grandes banques nous les fournissent. Je ne suis pas en situation d'appeler le directeur de BNP Paribas ce soir et lui demander ces données. Donc on me reproche cela, mais bien sûr, mais alors il faut, et c'est ce qu'on est en train de faire en Suisse, si on ne me répond pas à moi, peut-être que si le Parlement invite le directeur de telle ou telle grande banque à fournir les données, peut-être qu'ils le feront. Ils ne répondent pas à un professeur ou à un citoyen, ils répondront peut-être au Parlement. Donc, si c'est comme si vous me disiez, bon, avant de vous jeter dans la piscine, apprenez à nager. Bon, la bonne blague. Il faut faire un pas en avant pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis quand on fait un second pas, on a un peu plus d'informations. Voilà. Donc pour cela, il faut des citoyens actifs qui répondent, qui essayent de pousser pour obtenir les données. Voilà. Mais elles ne vont pas tomber du ciel, ces données, c'est sûr. Donc moi, je le répète, et nous en Suisse, on ne peut fournir que des ordres de grandeur. Mais des interpellations au Parlement en Suisse pour que ceux qui sont en situation de fournir ces données le fassent. J'ai envoyé des courriels, on ne me répond pas pour avoir les données. On confirme les volumes extravagants, mais on ne me répond pas, on ne me donne pas d'explication. Peut-être que si le Parlement les demande, elles seront tenues. Et donc on revient à votre première question. Pour cela, il faut des politiciens qui au Parlement, et il y en a, mais qui, de manière majoritaire, poussent pour que les personnes en situation, par exemple dans ce domaine de fournir les données, le fassent. Et qu'on comprenne les risques que subissent au jour d'aujourd'hui les contribuables. Parce qu'on a des risques, effectivement, beaucoup d'incertains. Mais la situation elle-même, le statu quo, aujourd'hui, est extrêmement incertain. Pour le réchauffement climatique, on a 15-20 ans pour faire quelque chose pour les enfants et les petits-enfants. Alors on peut dire on ne fait rien parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Mais on sait que si on ne fait rien, ça va être un désastre. Dans le domaine financier, on sait que si on ne fait rien, demain, après-demain, dans un an, dans 2 ans, on aura une nouvelle crise aiguë. Voilà, j'en ai terminé. Qui veut prendre? On ne fait rien, il faut faire autre chose. Pour le changement climatique, pour moi c'est trop tard. De toute façon, quoi qu'on fasse, c'est un petit peu compliqué. Mais sinon, moi j'avais deux questions. Une très courte, c'est par rapport au secret bancaire suisse. Si vous arrivez quand même à avoir des informations là-bas, comment vous n'arrivez pas à en avoir ici? Ça c'est très court. Je pense que la réponse, je ne sais pas si ça se trouve, elle n'a pas lieu d'être. Mais la deuxième, c'est comment on peut. L'idée, elle est là. Mais comment effectivement l'imposer? Comment essayer de la faire percevoir et de la faire comprendre? Et en Suisse, vous y arrivez, et en France, il n'y a pas... il faut combien, vous avez dit, de signatures? Là-bas, 100 000. Donc à l'échelle de la France, pour se faire entendre. 100 000 signatures en France. Pour se faire entendre, bon, il faut... bon, encore une fois, le système de démocratie directe est très utile pour se faire entendre. Secret bancaire, ce n'est pas lié au secret bancaire. Donc simplement... on a des données qui sont publiées par la Banque nationale et on les utilise. C'est vrai, les Suisses, ils publient les données. Non, mais aussi on en a ici, mais simplement elles ne sont pas suffisantes. Ces données nous permettent d'avoir les ordres de grandeur. Donc nous, on a utilisé des données de la Banque nationale suisse, donc c'est écrit noir sur blanc, des données de certaines bourses, et ça nous permet d'arriver à au moins 150 fois le PIB. Donc en étant prudent avec la France, je dis 100 fois, mais j'ai cité par exemple ces transactions entre les grandes banques en Europe, c'est 40 fois le PIB de la zone euro. Donc ne serait-ce qu'avec cela, les transactions des grandes banques en France, qui passent par la France, ça serait un ordre de grandeur de 40 fois le PIB de la France. Moi j'ai parlé de ça, après ça on rajoute tout le reste, on y arrive. Donc c'est un ordre de grandeur, effectivement. Et excusez-moi aussi de vous reprendre, la France fait partie de l'Europe. Si ça passe, la Suisse c'est quand même l'Europe, mais c'est un petit peu à part. Mais la France fait partie de l'Europe. Imposer quelque chose comme ça et se voir l'État décider, pourquoi pas adopter cette idée-là, est-ce que ce n'est pas obligé de passer par le Parlement européen, tout simplement? Et que la France ne peut pas s'imposer comme ça, parce que le système bancaire européen, il est global. Si vous voulez enterrer le projet, passez par le Parlement européen. Ça, c'est sûr que ça ne fonctionnera jamais. Mais vous avez dit commencer par un petit pays. Oui, commencer par un petit pays ou par un pays.
Pour ça, il faut un travail entre différents partis politiques dans un pays, parce que le Parlement européen, bon, c'est une machine à gaz. Le Parlement européen, arrêtons de... Non, mais vous pouvez ne pas être d'accord. Ah oui, ça, je ne suis pas d'accord. Le droit, c'est un débat. C'est effrayant d'avoir des sorties, des vérités premières. Vous avez des vérités secondes, il a une véritable utilité démocratique. Ouais. Si vous dites, c'est que pour voter une idée comme ça, il faut passer par le Parlement européen. La France ne peut pas adopter une idée comme ça. Si elle se défend bien, peut peut-être être accueillie. C'est les conseils des ministres. Au final, un pays peut adopter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Un pays peut adopter. Non, c'est faux, monsieur. Un pays peut adopter ce que j'ai dit tout à l'heure. Le premier pays qui adoptera aura un avantage par rapport aux autres, justement. Et puis si la Commission un jour est intéressée, tant mieux. Mais il ne faut pas attendre que... Comment ? La française. Française ou la Suisse ou l'allemande ou qui sait. Si un pays va de l'avant. C'est à part. On ne peut pas dire que la Suisse est un pays européen. S'ils sont un petit peu... Géographiquement, c'est un pays européen qui ne fait pas partie de la zone euro, effectivement. Il y a des douanes qui sont vertes, etc. Mais c'est quand même à part. On ne peut pas considérer la Suisse comme l'Europe. Chaque pays a ses spécificités, si on... Oui, je vous en prie. C'est amusant parce que j'étais en train de penser à ça justement tout à l'heure. La fiscalité est un des rares domaines où les Européens font presque ce qu'ils veulent. Il y a quelques négociations sur certains tours, et vous voyez bien qu'un des gros problèmes dans l'Union européenne, c'est justement que certains États se permettent d'avoir un impôt sur les sociétés à... L'Irlande. Hein, voilà. J'ai pas eu besoin de les dénoncer, vous l'avez fait pour moi. C'est un énorme problème, mais en même temps, c'est un avantage quelque part, parce qu'effectivement, on peut créer un impôt sur les poteaux, on peut faire à peu près ce qu'on veut.